arbitraux devant le CIRDI au point où elle n'arrivait plus à payer ses dettes et de ce fait, elle a dû se retirer à la fois des accords bilatéraux, mais surtout elle a dénoncé la Convention de Washington portant création du CIRDI parce que les spécialistes de l'arbitrage savent combien la jurisprudence des tribunaux arbitraux qui travaillent sous l'égide du CIRDI, ils savent comment cette jurisprudence a profondément modifié et les mécanismes et la philosophie de l'arbitrage dont elle fait un outil de mise à genoux, je pèse bien mes mots, de mise à genoux des États qui ne peuvent prendre aucune mesure des plus banales qui ne soient pas qualifiées d'expropriation rampante ou de mesures remettant en cause ou mettant en difficulté l'investissement étranger. Et l'Algérie, là également, elle a ralenti, je le disais, excusez-moi d'être répétitive, elle a ralenti, mais elle s'est engagée dans une nouvelle dynamique, la dynamique de révision de ces accords de promotion et de protection des investissements. Elle travaille avec l'assistance de l'ACNUSED à développer un modèle algérien de promotion et de protection des investissements qui préserve un quelque peu sa souveraineté. Encore faudra-t-il, pour avoir une souveraineté réelle et effective, être suffisamment développé, suffisamment fort au plan économique. Donc l'Algérie, après avoir enfourché le cheval de la promotion de l'investissement par la protection conventionnelle, elle a calmé ses ardeurs et réfléchi un peu plus au contenu que je vais vous présenter dans un instant, au contenu de ces accords, de ces conventions de promotion et de protection des investissements. Parce que quand on y regarde de près, qu'est-ce qu'on découvre dans ces accords? Une série d'obligations à la charge de l'État, donc de l'Algérie, à la charge de l'État d'accueil, l'état de territorialité de l'investissement et une série massive de droits accordés à l'investisseur étranger. Il y a une sorte de déséquilibre qui devient, de mon point de vue, qui devient aujourd'hui inacceptable. Il faut certes protéger l'investisseur étranger, il faut certes lui accorder toute la protection qu'il mérite. Il faut certes ne pas le discriminer, mais d'ici à enlever tout pouvoir de souveraineté à l'état d'accueil de l'investissement, je crois que c'est un pas qui mérite de ne pas être franchi. Voilà un peu le contexte et la philosophie de ces accords de promotion et de protection des investissements. Maintenant, je vais rentrer dedans, après avoir dit globalement à quel objectif ils répondent, quelle est leur philosophie globale. Maintenant, que contiennent-ils? Je vais y répondre en deux moments. Premier moment, c'est de déterminer le domaine d'application des accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements à travers la réponse à trois questions. Qui, quoi et où? Qui bénéficie qui bénéficie du régime juridique institué par ces accords? Quoi, autrement dit, quel bien, quel apport fait par l'investisseur peut bénéficier du régime juridique des investissements? Et enfin, où doit être réalisé l'investissement pour qu'il rentre sous l'empire des accords de promotion et de protection des investissements? Deuxième moment de mon intervention, c'est le régime juridique proprement dit institué par ces accords de promotion et de protection des investissements. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, excusez-moi, j'y suis, d'après vous, qui êtes impatient peut-être de me faire taire, j'y suis déjà depuis un moment, mais avant de répondre et de traiter des points, je voudrais dire un mot sur la configuration globale de ces accords, en termes de couverture géographique et en termes de niveau de développement des États avec lesquels l'Algérie a tissé
son réseau d'accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements. Concernant l'espace géographique concerné, je dois dire que quasiment tous les continents, à l'exception de l'Australie, ont conclu avec l'Algérie des accords bilatéraux de promotion des investissements. Il y en a 15 avec les pays arabes, 18 avec les pays européens, 2 avec l'Amérique, 1 avec le Canada et un autre avec les États-Unis, et 6 avec l'Asie. Il n'y a que l'Australie qui n'est pas concernée. Lorsqu'on regarde la géographie de ces accords, on découvre donc, c'est le second aspect, que peu importe le niveau de développement des États, on a des accords avec des États très développés, à l'exemple des États-Unis et de certains pays européens, comme on a des accords avec des États beaucoup moins développés, avec lesquels l'espoir de voir des investissements venir chez nous est plutôt assez modeste. Donc, ceci, c'est la configuration géographique et en termes de développement de ces accords. Premier point, à qui s'applique-t-il? Eh bien, tous les accords comportent, sur le plan formel, un article définition dans lequel ils définissent qui est la personne physique ou morale qui sera bénéficiaire du régime de l'accord, et deuxièmement, qu'apporte l'investisseur qui soit bénéficiaire, qui bénéficie du régime de faveur mis en place par ces accords. Concernant le premier point, c'est tous les nationaux du pays partis à la Convention. D'accord? Tous les nationaux, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Là, un point très intéressant pour les académiciens qui travaillent sur les modalités de détermination et d'identification de la nationalité des sociétés, eh bien, ceux qui travaillent sur cette thématique trouveront dans les accords des définitions et des mécanismes de détermination de la nationalité des sociétés commerciales, énormément de choses qui sont très intéressantes à exploiter sur le plan de nos études, parce que très souvent, nous prenons un raccourci, écornant ainsi la vérité. Nous prenons le raccourci de dire que les sociétés ont la nationalité du pays où elles ont leur siège social. Il n'y a rien de plus faux, en tout cas pour ce qui concerne l'Algérie, qui ne considère comme société étrangère que celle qui est contrôlée par des capitaux étrangers. C'est-à-dire que même si elle a son siège social en Algérie, mais qu'elle est contrôlée par des étrangers, elle est considérée comme étrangère et de ce fait, elle est admissible au régime de la condition de l'étranger et elle peut de ce fait bénéficier de la protection et du traitement institué par les accords de promotion et de protection des investissements. Second point qui intéresse à la fois les investisseurs mais également les académiciens, c'est celui de la définition de l'objet de la protection, c'est-à-dire l'investissement. Alors bien évidemment, les droits nationaux, comme la loi 1609 relative au développement de l'investissement, la loi algérienne, le droit national définit ce qu'est l'investissement. Les accords aussi donnent la définition de l'investissement. Il est très très intéressant, très important même, de s'attarder sur ce concept parce que dans les arbitrages internationaux, notamment l'arbitrage d'investissement, on a souvent eu une lecture très extensive de ce qu'est un investissement, au point d'aller considérer tout contrat, tout marché public, dès lors qu'il y a un risque, dès lors qu'il dure dans le temps, on le considère comme investissement et on ouvre la porte grande au CIRDI pour connaître des litiges qui viendraient à opposer un État à un investisseur étranger. Bien plus, sous l'égide de ces accords, parfois un litige oppose une société algérienne à une société étrangère. Cette société peut avoir eu gain de cause au niveau de l'arbitrage prévu dans la
convention d'investissement, le contrat d'investissement, eh bien, si d'aventure on n'est pas satisfait soit du montant des réparations octroyées, soit on perd, soit lorsqu'on perd le procès, eh bien, ce n'est plus au niveau des deux sociétés en litige qu'on se situe, on se projette à l'international et l'investisseur étranger, la société étrangère, va attaquer l'État algérien sur la base de l'accord bilatéral de promotion et de protection de l'investissement. On va vous dire s'il s'agit d'une entreprise publique, que l'État n'a pas été assez vigilant, suffisamment contrôlant, suffisamment regardant sur le fonctionnement de son entreprise publique, qui a mal exécuté son contrat. Donc, cette attitude passive, entre guillemets, de l'État serait constitutive d'une faute conventionnelle, d'une violation de l'accord de promotion et de protection des investissements, porte ouverte pour saisir le CERDI, et très souvent la jurisprudence du CERDI. Je sais que je vais fâcher pas mal de personnes, mais tant pis, c'est le risque du métier. Eh bien, très souvent, le CERDI statue en faveur de l'investisseur étranger. Donc, voilà quoi l'investissement, et voilà les dérives qui pourraient découler d'une définition élastique de l'investissement qui donne un pouvoir discrétionnaire à l'arbitre, puisque généralement c'est devant l'arbitrage que se règlent les litiges du commerce international et les litiges d'investissement. Eh bien, cette élasticité de la définition permet aux tribunaux arbitraux de se déclarer toujours compétents, même lorsqu'il n'y a pas lieu. Où doit être investi, se réaliser un investissement. Les accords, tous comme ils sont, comportent une réponse à cela. Vous l'avez deviné, je le répète, même si c'est basiquement basique, c'est le territoire algérien dans sa dimension spatiale, on n'investit pas dans l'espace, dans sa dimension maritime et dans sa dimension terrestre. Pensons, nous avons quelqu'un de son attraque ici, pensons à l'exploitation offshore des hydrocarbures. Je crois qu'il est question de la découverte d'un grand gisement au large de Skikda qui va nous rendre très riches et encore plus dépendants des hydrocarbures. Voilà donc mon premier point. Je ne suis pas trop en retard. Peu, mais ce n'est pas grave, déjà? Parce que c'est très intéressant. C'est vrai que le temps passe très vite. Ah oui, c'est vrai, je suis bavarde. bavarde. Non, 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 du tout. Il y a un absent, donc vous pouvez encore prendre vos 5 minutes. D'accord, je vais prendre les 5 minutes parce que vous n'avez pas calculé le temps mort. Ah, j'y étais pas. Il y avait un temps mort. Donc, vous de m'accorder un temps additionnel, comme dans le sport. Je plaisante, je plaisante. Donc, quel est ce fameux régime juridique très protecteur, très promotionnel qu'organisent ces accords de promotion et de protection des investissements? Tout le monde sait que le contenu s'articule autour d'un triptyque connu qui est un traitement adéquat, une protection suffisante et des garanties complètes. Alors, le traitement, tous les accords, sans exception, comportent des dispositions qui, sans définir ce qu'ils entendent par traitement, imposent un traitement suffisant aux investisseurs étrangers. Généralement, ce traitement se décline en 2 choses. Un traitement juste et équitable. Vous serez d'accord avec moi que le sens du juste et de l'équitable dépend du sentiment de chacun de ce qui est juste ou équitable. Et seconde déclinaison, c'est le traitement non discriminatoire. Je ne m'attarderai pas longtemps sur cette vieille règle coutumière du standard minimum à laquelle réfère la garantie d'un bon traitement, d'un traitement équitable, pour m'intéresser surtout au traitement non discriminatoire, parce qu'il est quand même très intéressant et il y a des choses sur lesquelles on pourrait revenir dans les débats si d'aventure vous m'en posiez la question.
Le traitement non discriminatoire est donc la deuxième déclinaison du traitement dont parlent ces accords. De quoi s'agit-il? C'est évident, il est interdit à l'État d'accueil de l'investissement de discriminer les investisseurs de l'État parti à la Convention ou à l'accord de promotion et de protection des investissements. Qu'est-ce à dire? Cela se décline à son tour en deux sous-règles. La règle du traitement national, qui signifie que l'État de territorialité de l'investissement doit accorder le même traitement qu'il accorde à ses nationaux. D'accord? Pas de discrimination. Les accords disent au moins aussi favorable que le traitement accordé aux nationaux. Regardez bien, il dit au moins aussi favorable. Cela signifie qu'il est permis à l'État d'accorder un traitement plus favorable. Ce ne sera plus de la discrimination tout court, ce sera une discrimination positive pour l'investisseur étranger, l'État d'accueil de l'investissement étant libre, étant souverain pour discriminer ses nationaux. Donc, lorsqu'on parle de la règle de la préférence nationale, elle peut être battue en brèche en raison de la supériorité de la Convention internationale sur la loi interne. La règle de la préférence nationale peut devenir une vraie fiction si vous avez affaire à un État avec lequel vous avez conclu une convention bilatérale. Second aspect du traitement non discriminatoire, c'est le traitement de la nation la plus favorisée, qui ne connaît pas la CNPF. Elle signifie ceci. Tout État parti à un accord bilatéral qui viendrait à accorder à un État tiers des avantages supérieurs, un régime plus favorable à un État tiers que le régime contenu dans l'accord bilatéral, eh bien, automatiquement, les investisseurs de l'État parti à l'accord bilatéral vont automatiquement bénéficier de tous les avantages accordés à un État tiers. Je m'explique. Un État A et un État B, A c'est l'Algérie, avec un État B, la Belgique, concluent un accord de promotion des investissements. Puis il se trouve que l'État A, l'Algérie, a conclu un accord avec un troisième État, on va dire l'Italie. Par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée qui est présente dans tous les accords de promotion et de protection des investissements qu'a signé l'Algérie, automatiquement, les investisseurs de l'État belge, de l'État B, vont bénéficier de ce qui est contenu dans la Convention ou dans des relations avec l'État italien, l'État C. C'est la fameuse CNPF. Je ne vais pas tarder, Madame la Présidente, je vais accélérer pour parler très rapidement de la protection des investissements. Tous les accords, sans exception, les 44, contiennent des dispositions, ça a été abordé aussi ce matin, contiennent des dispositions qui exigent une protection, une sécurité pleine et entière à l'investisseur étranger. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, comme c'est aussi vague que la haute mer, eh bien, c'est l'arbitre qui va dire si tel comportement de l'État n'a pas assuré une sécurité suffisante à l'investissement. 2 procédures contre l'État algérien à propos d'un conflit contractuel entre une entreprise publique et une entreprise Wahda espagnole, Wahda française. Arbitrage CCI, ça s'est terminé comme ça s'est terminé, et puis immédiatement, après, parce qu'il y a eu des recours en annulation contre les sentences, on saisit le CIRDI en accusant l'État algérien de ne pas avoir assuré une sécurité suffisante aux 2 sociétés parce qu'il n'a pas exercé suffisamment, comme je le disais tout à l'heure, de contrôle sur son émanation qui est l'entreprise publique. Mais le gros, le noyau dur qui constitue vraiment
l'objet principal de beaucoup de recours devant le CIRDI, notamment pour les pays de l'Amérique latine, c'est ces fameuses mesures qui s'assimilent à des expropriations. C'est les atteintes à la propriété. Chacun sait, la propriété est un droit de l'homme. Sa sacralité est telle qu'elle devrait bénéficier de toutes les protections et il est exclu d'y porter atteinte sans un minimum de garantie. Eh bien, s'il y a, comme on dit, on retire de manière matérielle sa propriété à l'investisseur. Il a le droit, tous les droits nationaux comportent une telle règle, il a droit à une indemnité juste et équitable. Pas de souci. Mais là où le bât blesse, c'est qu'il y a beaucoup d'autres mesures prises par l'État dans l'exercice de sa souveraineté qui sont assimilées à des expropriations qui ne disent pas leur nom. Et la doctrine et la jurisprudence utilisent le terme d'expropriation rampante, qui ne disent pas leur nom. J'avais parlé de l'Argentine qui dévalue sa monnaie, c'est considéré comme une forme d'expropriation. Mieux encore, il y a eu une jurisprudence du CIRDI qui a condamné un État, tenez-vous bien, parce qu'il a exéquaturé une sentence arbitrale dans laquelle un investisseur protégé par un accord bilatéral a perdu. Donc vous voyez le pouvoir d'interprétation du juge arbitral, et pas que du juge arbitral, le juge étatique peut être dans le même état d'esprit, sauf que le juge étatique en matière d'investissement a subi une répudiation irrévocable en matière de conflits liés à l'investissement. Certes, tous les accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements comportent une panoplie, un large éventail de modes de règlement des différends dans lesquels il y a le recours au juge étatique. Mais quand on regarde de près la pratique, on se rend compte qu'il n'y a jamais de clause, ou très rarement, moi je dirais jamais, je n'en ai pas encore rencontré, dans ma pratique de la négociation internationale, il n'y a pas de clause attributive de juridiction à un État. Aucun ne veut du juge étatique de l'autre partie. La méfiance est telle qu'il ne reste plus que ce qui est considéré comme étant la panacée, la voie naturelle, la voie normale pour régler les litiges d'investissement, l'arbitrage et l'arbitrage du CIRDI. Donc, les mesures privatives de propriété retiennent de manière particulière l'attention des rédacteurs de ces accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements. Quand on dit rédacteur, en fait, il y a un rédacteur et quelqu'un qui adhère. Il y a des modèles qu'on vous propose et la négociation est pratiquement inexistante. Et enfin,